Bonjour à tous. Bonjour Emmanuel Rocher. Vous êtes directeur des affaires internationales à la CPR et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous faire part du point de vue du superviseur bancaire sur les sujets prudentiels qui occupent et préoccupent les banques. Alors, ouvrons peut-être ce débat par le sujet brûlant de l'agenda prudentiel international, à savoir Bâle III. Depuis plusieurs mois, on voit clairement qu'on a le paysage qui se fragmente, avec d'un côté l'Europe qui maintient le cap. Le règlement CRR3 est entré en vigueur le 1er janvier 2025. On a les mandats de l'EBA qui se succèdent, une mise en œuvre qui est clairement en cours. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le ton qui a clairement changé, avec une réserve fédérale américaine qui ne cache plus du tout ses intentions d'assouplir certains pans de la réforme, voire d'en différer l'application. Alors, ce grand écart n'est pas qu'un débat technique entre régulateurs, il pose une question de fond qui est celle de l'équité concurrentielle. Si on prend l'exemple de FRTB sur le risque de marché, que se passe-t-il si on a d'un côté l'Europe qui maintient le cap et qui l'applique strictement, et que de l'autre côté, les États-Unis qui décident de l'alléger, voire de le temporiser? Est-ce qu'on ne vient pas créer ici un déséquilibre structurel, finalement, au détriment des banques européennes? Donc, Emmanuel, face à cette fragmentation croissante, quelle posture adoptent les autorités européennes et françaises? Et comment comptez-vous défendre à la fois la crédibilité des standards internationaux, la compétitivité de nos banques françaises et puis européennes au sens large, et les particularités du business model européen? Alors j'avoue, la question et l'équation n'est pas du tout facile, elle est même assez complexe. Comment vous pensez la résoudre? Bonjour Kenza, bonjour à tous. Je suis d'abord très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition, qui est maintenant devenue un peu un rituel, mais avec cette année une touche un peu différente. C'est plus le Roi Lion, c'est plus ludique que la réglementation bancaire, mais on va essayer de vous présenter les choses avec le maximum d'entrain. Donc c'est vrai que les questions que vous posez sont des questions sensibles. Je reconnais que tous les sujets de compétitivité, de fragmentation réglementaire sont des sujets évidemment essentiels. En Europe, j'ai essayé de vous mettre sur ce slide quelques éléments de rappel. C'est vrai que nous avons fait le choix de mettre pleinement en œuvre Bâle III. Bâle III, c'est en fait le résultat d'un long processus au plan international de négociation qui a pris beaucoup de temps, qui a démarré en 2010, après la crise de 2007-2008. Je ne vais pas rappeler toutes les étapes, et c'est achevé ce cycle par l'adoption d'un accord final qui prévoit en particulier des précisions sur l'application de l'output floor, qui est un élément central de cet accord, à la fin de l'année 2017. Donc, vous voyez, c'est un long processus. Et je pense qu'à l'issue de cette étape-là, donc l'Union européenne a démarré son processus de transposition, de mise en œuvre de l'accord en 2021. Il était donc en fait grand temps de finaliser, de mettre en œuvre cet accord. À la CPR, vous savez, nous sommes tout à fait en soutien de cet accord. Nous croyons dans cet accord. Nous considérons que c'est un accord essentiel pour renforcer et préserver dans la durée la résilience des établissements bancaires au plan international. Et donc, nous continuons à juger cet accord particulièrement pertinent. C'est pour ça que donc, nous jugeons nécessaire de l'appliquer maintenant partout dans le monde. Et ce processus, en fait, au niveau international, il progresse. On n'est pas les seuls à le mettre en œuvre. Il y a environ, d'après les statistiques du comité de Bâle, plus de 40% des grandes juridictions mondiales membres du comité de Bâle qui ont déjà introduit dans leur législation le paquet Bâle 3. Au-delà des 40%, il y a aussi une proportion importante de juridictions qui ont publié leurs propositions de transposition et de mise en œuvre et qui n'ont pas encore appliqué. Et puis, il y a le cas qui est évidemment tout à fait important, qui est des États-Unis et du Royaume-Uni, qui ont publié des fois différentes versions, différentes propositions de mise en œuvre, mais qui n'ont pas encore complètement finalisé, stabilisé leur dispositif. Donc c'est un élément évidemment qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Nous considérons qu'au regard de Bâle 3, il n'est pas du tout l'heure, même s'il y a des soupçons ou des risques ou des questionnements sur la dérégulation, il n'est pas question de revenir en arrière. Donc l'effort international, comme je le disais, se poursuit pour mettre en œuvre Bâle 3. Il n'est pas non plus question de s'engager dans des réflexions sur un Bâle 4, parce qu'on aurait envie d'ajuster certaines parties. Donc, ce n'est pas du tout ce sur quoi on travaille.
Aux États-Unis, je voulais juste mentionner qu'il y a des travaux assez précis désormais, même s'il y a eu pas mal d'avancées et de reculs. Il nous semble que désormais, l'intention des autorités fédérales est assez claire en direction d'une mise en œuvre de BAL 3 dans les prochaines années, avec sans doute une proposition de mise en œuvre dès l'année prochaine, probablement au premier semestre, avec ensuite un processus, comme vous le savez, qui est long, puisqu'il y a une phase de consultation, d'ajustement éventuel des propositions des autorités, puis ensuite une phase de préparation des établissements. Donc, ça veut dire pas de mise en œuvre de BAL 3 aux États-Unis avant 2028. Mais en revanche, on aura normalement, dans les prochains mois, une version stabilisée de leurs intentions. Vous avez mis aussi en exergue les sujets de fragmentation, les sujets de level playing field. C'est des sujets auxquels nous sommes extrêmement sensibles à la CPR. Nous suivons de très près le positionnement des grandes juridictions internationales, en particulier sur les sujets qui sont les plus sensibles, les plus significatifs au regard de la compétition internationale. C'est bien sûr le cas tout particulièrement des activités de banque d'investissement et de financement et les activités basées sur les risques de marché, les activités de marché. Et là, je crois que je l'ai souvent dit, l'Union européenne a quand même dans son arsenal législatif des instruments essentiels pour pouvoir tenir compte de l'évolution des positions des autres grandes juridictions internationales, en particulier sur les questions de la FRTB. Vous savez que la Commission européenne a pu, à 2 reprises déjà, reporter l'introduction de la FRTB. Donc, au jour d'aujourd'hui, les mesures du paquet sur les risques de marché s'appliqueront au 1er janvier 2027. Et la Commission a toujours les moyens aussi d'ajuster en fait le contenu de la FRTB en Europe, ce qu'elle a commencé à faire puisqu'elle a lancé tout récemment une consultation publique qui vise là à identifier les aspects de la FRTB qui peuvent poser un certain nombre de problèmes aux établissements pour ensuite ajuster le cadre européen. Je pense que la Commission intègre d'emblée l'idée que, si nécessaire, il y aura des aspects de la FRTB sur lesquels nous serons, en Europe, pas totalement alignés sur la FRTB, précisément pour tenir compte soit de difficultés de mise en œuvre, parce qu'ils sont déjà assez bien connus, soit parce qu'il y a des aspects de concurrence qu'il faut intégrer et sur lesquels nous essayons de nous aligner sur ce que feront les grandes juridictions internationales. Donc là, cet aspect-là, je dirais, de suivi des enjeux de compétitivité, on les a bien en tête. Alors merci Emmanuel. Deuxième sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'est la simplification réglementaire. Alors la simplification, on l'a vu déjà ce matin, hein, c'est un mot qui revient un peu dans tous les discours en ce moment, mais qui peine encore à se concrétiser sur le terrain. Alors, on l'a martelé ce matin avec Jean-Christophe Caffé l'a rappelé, les établissements en fait évoluent dans un environnement macroéconomique et géopolitique particulièrement tendu. On a des mutations technologiques qui sont très importantes, des enjeux de durabilité qui sont forts. Alors certes, il y a eu le paquet Omnibus qui a apporté un certain nombre de simplifications sur le reporting de durabilité, comme l'a rappelé Isabelle Lost. Mais là aujourd'hui, tout de suite, ma question va au-delà. On a la Banque centrale européenne qui semble avoir donné le ton, puisqu'au printemps dernier, on a Sharon Donnery et Claudia Bourg, qui sont quand même 2 figures de proue du Conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne, qui ont toutes les deux martelé le même message, à savoir il faut un allègement intelligent. Alors, quand on regarde leur discours un peu plus dans le détail, on comprend qu'il n'est pas du tout question ici d'affaiblir le dispositif existant, mais de le rendre plus lisible, plus cohérent, peut-être encore plus proportionné, finalement en éliminant les différentes fragmentations qu'il peut encore y avoir entre États membres et en renforçant son efficacité opérationnelle. En clair, ce qu'elles disent, c'est qu'il faut simplifier sans casser et rationaliser sans diluer. Alors, l'autorité bancaire européenne semble également avoir emboîté le pas, puisqu'elle a publié début octobre sa feuille de route pour les années 2026, 2027 et 2028. Et dans cette feuille de route, elle confirme sa volonté de renforcer la simplicité et la cohérence du cadre réglementaire prudentiel, bien sûr tout en intégrant les nouveaux mandats qui lui sont confiés par les règlements DORA, EMIR ou encore MiCA. Donc nous, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, déjà, c'est où se situe la France dans cette dynamique, quels axes de simplification vous poussez au niveau de la CPR, et puis surtout, comment on passe des grandes déclarations d'intention aux mesures concrètes qui vont réellement changer la vie des établissements et leur quotidien. Donc concrètement, qu'allez-vous changer et comment ?
Merci Kenza. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui devient maintenant très prégnant, la question de la simplification. Tous les régulateurs en parlent. Aux États-Unis, on ne parle pas de simplification, on parle de modernisation réglementaire, ce que les mots de la vice-chair Madame Baumann. Mais c'est un peu le même sujet. À la CPR, on est tout à fait dans la ligne en fait de ce que vous indiquiez comme étant l'orientation souhaitée par Madame Bourg et Madame Donnery, l'allègement intelligent. On est exactement dans cette ligne. On défend le principe d'une simplification à l'européenne avec trois grands principes que j'ai essayé de synthétiser ici. Le premier, c'est bien sûr de préserver les acquis du système actuel, c'est-à-dire vraiment une résilience des établissements et préserver la stabilité financière avec bien sûr le refus de toute dérégulation et aussi l'idée qu'on est, c'est ce que nous on plaide, on considère qu'aujourd'hui le niveau général du système européen est en termes de capital et au bon niveau. Donc on ne souhaite pas que l'exercice de simplification conduise en fait à réduire les exigences. Globalement, elles sont au bon niveau, elles doivent pas non plus, il ne s'agit pas non plus, à l'occasion de cette simplification, tirer vers le haut les exigences en capital, ça ne nous paraît pas nécessaire. Deuxième aspect, deuxième principe, c'est bien sûr de garder le cap de notre alignement sur les grands textes et les grands standards internationaux, et notamment celui de Bâle 3 développé par le comité de Bâle. Bon, là, je ne reviens pas, mais la simplification européenne vise à simplifier enfin, le cadre qui s'applique aux établissements, mais pas à détricoter notre conformité aux règles Bâle 3. Si je dis ça, c'est parce que au niveau de la CPR, on est convaincu que l'importance et la priorité de l'exercice européen de simplification, ça doit plutôt être d'identifier et, si possible, de supprimer les sources qui sont très spécifiquement européennes de complexité. Il y a un certain nombre de cas où on a fait dans le passé du gold plating. Il y a des exigences qui sont spécifiquement européennes, qui ne sont pas demandées par les textes bâlois, qu'on est venu rajouter pour toute une série de raisons. Il y a donc des sources de complexité européennes qu'il faut enlever. Il faut aussi qu'on examine les interactions entre les différents piliers micro, macro-prudentiels, résolution, avec là aussi des composantes spécifiquement européennes qui parfois interagissent entre elles de manière très complexe. Et puis on cherche, nous, effectivement, à couvrir à la fois la réglementation, le reporting et comment dire, la supervision, de façon à avoir une vision vraiment la plus holistique possible, la plus globale possible des impératifs en matière de simplification. Je voudrais rapidement vous indiquer un peu les priorités de la CPR. Ce sujet, de toute façon, de la simplification, il est vraiment pris en charge, pris en compte par l'ensemble des régulateurs européens. La Commission européenne elle-même en a fait une de ses priorités avec la boussole de compétitivité qui a été annoncée en début de cette année. Elle a également illustré cette volonté de simplifier avec les textes omnibus auxquels tu faisais référence sur les sujets ESG. Et il y a dans son mandat l'objectif de réduire de 25% sur la durée du mandat les exigences en matière de reporting pour les entreprises dans leur ensemble. La CPR, pour répondre à ta question, elle a été d'emblée, et la Banque de France, motrice, je crois, pour impulser ce mouvement en matière de simplification, puisque le gouverneur de la Banque de France, très rapidement, en début d'année 2025, s'est exprimé de manière très forte, je crois, en faveur de la simplification. Et on a publié une lettre à l'intention de la Commission européenne qui avait été co-signée avec les gouverneurs des banques centrales italiennes, espagnoles et allemandes pour pousser les initiatives dans ce sens et avoir une vision vraiment ambitieuse. Donc, c'est tout un train en fait de réflexion qui s'est mis en œuvre avec, je dirais, trois grandes initiatives pour ce qui concerne vraiment le secteur bancaire. D'abord, je vais faire très vite, un travail qui a été engagé au sein de la Banque centrale européenne avec une task force composée d'un nombre réduit de gouverneurs de banques centrales dont nous sommes membres, qui vise en fait à identifier un certain nombre de propositions de modification de la réglementation des textes de niveau 1 qu'elle proposera en fait à la Commission européenne pour simplifier le cadre de réglementation, la supervision, les exigences de reporting. Et ce rapport de la BCE va être publié dans les toutes prochaines semaines. On pourra en reparler si vous voulez, mais voilà, courant décembre, le document sera dans le public. L'autorité bancaire européenne a également développé des réflexions très avancées sur ce sujet. Tu as fait référence également
Et là, je ne vais pas préciser, et l'ABE a beaucoup travaillé avec nous, toutes les autorités nationales, sur les enjeux en matière de reporting, sur les allègements aussi possibles dans les mandats qui lui ont été confiés. Donc, elle a fait un gros travail pour prioriser des mandats qui sont vraiment jugés absolument essentiels par la Commission et par les établissements pour pouvoir appliquer BAL 3. Certains mandats sont vraiment indispensables parce qu'il y a les éléments qui sont dans les textes de niveau 1 sont pas suffisamment précis pour permettre aux établissements d'appliquer correctement ce qui est véritablement attendu. D'autres sont des mandats qui sont un peu moins nécessaires, qui vont être sans doute développés, mais plus tardivement. Et puis, dans le cadre des travaux de supervision, le mécanisme de supervision unique à Francfort a développé un programme qui s'appelle le Next Level Supervision, et non pas Simplification, qui est un programme qui vise en fait à alléger en fait les tâches de reporting, à accélérer, simplifier un certain nombre de processus de prise de décision pour répondre plus rapidement aux demandes des établissements en matière d'analyse des modèles internes, les processus de validation des désignations de dirigeants. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Alors, à la CPR, on a un certain nombre de priorités que je voulais partager avec vous très rapidement sur nos priorités. Ces priorités, je dirais, dans bon nombre de cas, elles sont assez spécifiquement françaises, tout simplement parce qu'en fait, on a en France les têtes de grands groupes européens pour beaucoup d'entre eux, ce qui n'est pas toujours un avantage pour nos négociations, puisqu'on est souvent un peu seul à porter un certain nombre de priorités, mais malgré tout, on le fait avec conviction. La première, c'est les sujets de prise en compte de l'union bancaire, sur lesquels j'insiste pas énormément, mais c'est essentiel pour nous que les sujets visant à simplifier le cadre réglementaire pour que la perspective de l'union bancaire et la prise en compte en fait de la gestion consolidée des groupes bancaires à l'échelle européenne, leur gestion consolidée de la liquidité, mais également du capital, puisque par exemple les exemptions pour leurs filiales intra-union bancaire en matière de capital ne sont pas prévues par la réglementation aujourd'hui. Donc, on pousse aussi pour qu'il y ait des innovations dans la réglementation et plus de simplicité dans la vie des établissements bancaires pour la gestion de leurs filiales sur base solo. On souhaite également supprimer, comme je l'indiquais, les sources de gold plating européen en visant en particulier des dispositifs spécifiquement européens, comme par exemple les exigences de MREL, les exigences de MDA. Donc le MDA, très rapidement, ce sont les contraintes qui viennent restreindre les possibilités de distribution et de rachat d'actions pour les groupes bancaires lorsqu'ils en fait enfreignent des exigences de coussin. Il y a des exigences de trigger sur le capital stack exprimé en risque en actif pondéré, mais aussi sur le levier et sur le MREL. Le MREL, le stack de MREL est lui une exigence européenne spécifique. Donc, on trouve que l'ensemble, l'addition de ces exigences, de ces restrictions sont très compliquées pour les établissements à analyser, à anticiper, de manière à être sûr quelle est la nature, quelle est l'exigence qui est la plus contraignante pour les établissements. C'est, à mon avis, assez complexe et ça perturbe beaucoup les projections en matière de capital. Il y a des exigences européennes en ce qui concerne les management buffers qui n'existent nulle part. Management buffer, précisément, si c'est du management, c'est à la main des établissements et ça ne doit pas être dans des contraintes fixées par le superviseur. Donc, on ne juge pas que l'outil soit nécessaire. Et puis, on souhaite également avancer sur un certain nombre de sujets liés au coussin macroprudentiel, là aussi parce que certains des instruments macroprudentiels européens sont pas absolument nécessaires et viennent rajouter une couche spécifiquement européenne dont on n'est pas toujours convaincu de l'utilité. C'est par exemple le Systemic Risk Buffer, le SIRB européen, alors qu'on a un CCYB par ailleurs, donc c'est pas forcément, on n'en voit pas nécessairement la grande utilité. Et puis, on pousse aussi pour un sujet assez sensible pour le superviseur européen, qui est la question du pilier 2, puisque là aussi, l'Europe a un système complexe avec un pilier 2R, donc une exigence de pilier 2, mais aussi un pilier 2G, de guidance, qui n'est pas une exigence, mais qui néanmoins est suivi avec beaucoup d'attention par le superviseur. Et il est sans doute temps d'avoir des réflexions sur le pilier 2 à l'aune d'un pilier 1 renforcé par BAL 3, devenu plus solide, en tout cas plus sophistiqué. Et donc, si effectivement le pilier 1 devient désormais un pilier, et en tout cas un pilier beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé et plus contraignant,
peut-être que la place et l'importance du pilier 2, du P2R en particulier, doit être un peu revue. On a également des travaux que nous soutenons en matière de reporting pour essayer de prioriser les reportings, supprimer les sources de redondance, identifier les reportings et les données qui en fait ne sont pas utilisées, passer, comme je le disais, d'un nice to have à quelque chose qui est plus strict, plus restrictif, qui est plutôt un need to have. Et là, on travaille donc étroitement avec l'autorité bancaire européenne pour identifier à la fois les reportings qui sont devenus trop complexes, trop lourds à gérer, par exemple sur les collectes en matière de rémunération, sur la gouvernance, ou avec des fréquences aussi qui sont trop lourdes et sur lesquelles on peut peut-être jouer pour assouplir en fait la pression et la charge pour les établissements. Et puis je dirais simplement aussi sur le reporting qu'à moyen terme, on travaillera avec l'autorité bancaire européenne pour avoir un processus qui nous permette régulièrement d'identifier le stock de reporting existant, le stock de reporting européen, mais aussi national, pour qu'il y ait une véritable prise de conscience de l'étendue des reportings à disposition, que ce stock soit réexaminé de manière régulière et notamment qu'on puisse aussi avoir un véritable mécanisme de gestion du management, du changement, du change management, pour qu'on puisse évaluer en fait à chaque fois les coûts-bénéfices de l'introduction de nouveaux reporting et qu'on puisse en parallèle, par exemple, si on introduit de nouveaux reporting, identifier des reporting qu'on souhaite supprimer en même temps. Et puis en supervision, il y a également des travaux qui sont menés par la BCE et avec lesquels on a essayé de soutenir un certain nombre de dispositions qui visent à alléger les dispositions et les processus de supervision dans deux sens, à la fois alléger un certain nombre de process dont on sait qu'ils sont extrêmement lourds sur l'évaluation, par exemple, des nominations de cadres dirigeants, les autorisations sur les modèles internes, les processus de décision, de validation par le superviseur en ce qui concerne tout ce qui concerne les fonds propres, autorisation comme réduction, et puis essayer d'introduire, en tout cas c'est notre proposition, une vision qui soit un peu plus sous l'angle du client, si tant est que l'établissement soit un véritable client, mais en tout cas que les missions de contrôle et d'inspection du point de vue de la banque soient plus faciles à lire et à anticiper, et donc qu'on n'ait pas un empilement des missions de supervision verticale, horizontale et les missions de contrôle général, et que l'établissement puisse davantage avoir une vision sur l'année du programme et éviter l'empilement de missions successives sur des sujets qui peuvent parfois être assez proches. Alors justement, peut-être dans le prolongement des simplifications en matière de supervision là, qui viennent d'être abordées, on souhaiterait peut-être aborder le sujet du SREP un peu plus en détail, puisqu'on a, comme vous devez le savoir, des lignes directrices qui sont en cours de révision, avec une consultation qui a été lancée par l'EBA le 24 octobre dernier, qui vient ouvrir un nouveau chantier, qui est celui de comment rationaliser les attentes du superviseur sans affaiblir l'évaluation des risques. Alors ce chantier, il va prendre une résonance toute particulière avec l'intégration des risques ESG et du plan de transition prudentielle dans le dispositif du SREP. Alors l'idée ici, Emmanuel, n'est pas du tout d'entrer dans le contenu du plan de transition prudentielle qui fera l'objet de la prochaine séquence, mais de voir plutôt quels sont les enjeux prudentiels de son intégration et quelles transformations concrètes de ce pilier 2 on envisage dans le cadre de la révision de ces lignes directrices SREP et comment la CPR va jouer un rôle moteur en essayant, on imagine, d'apporter la position de la France. Alors, effectivement, donc la révision, elle a donné lieu à une consultation qui est en cours. Elle était nécessaire pour pouvoir, cette révision, tenir compte des évolutions incluses dans CRR3 et dans la directive CRD6. Donc, il y a des éléments qui sont, je dirais, qui sont liés un peu à l'actualité de l'évolution de la réglementation. C'est pour ça que les guidelines les orientations, pardon, on va essayer de parler français. Les orientations visent à tenir compte, en fait, d'un certain nombre de précisions qui ont été apportées avec DORA, par exemple, sur les sujets de résilience opérationnelle. Il y a des sujets importants qui vont être intégrés dans ces orientations qui sont liés, en fait, à la gestion des risques ESG.
Et donc, comment les risques ESG doivent être intégrés dans ces orientations pour pouvoir être mieux reflétés dans les processus internes, dans l'exercice de mesures d'exigence en capital interne, la gouvernance, la prise en compte des business de ces risques dans le business model. Et puis l'autre aspect qui est aussi important et donc qui est directement lié à l'actualité et à la mise en œuvre de BAL 3, c'est la question de la output floor. Et donc, il y aura enfin un certain nombre de précisions qui seront apportées dans ces orientations pour préciser comment se déroulera l'introduction de l'output floor la première année où l'output floor devient contraignant pour les établissements, avec l'idée qui est prévue déjà d'avoir un cap temporaire la première année où l'output floor devient mordant, de façon à ce que le pilier 2R en nominal, en montant, soit gelé, puisque à partir du moment où en fait on a une assiette de risk weight post-output floor, impacté par l'output floor, les établissements auront une assiette de risk weight plus élevée. Donc, comment le P2R est exprimé en pourcentage, on aurait une augmentation mécanique. Alors, ça, c'est la révision qui était nécessaire pour tenir compte, comme je disais, des innovations apportées par CRR3, mais il y a aussi dorénavant une dimension simplification qui s'est ajoutée à ces questions. C'est pour ça qu'il est très important pour les établissements bancaires, évidemment, de répondre à cette phase de consultation publique, parce que comme je l'ai déjà un petit peu indiqué, ça rejoint naturellement les priorités de la CPR. Nous essayons de pousser un tout petit peu plus loin les curseurs pour faire en sorte que deux aspects soient un peu plus traités dans les orientations sur le SREP, en ce qui concerne le calibrage du P2R. C'est-à-dire deux choses. Premier point, il nous paraît important que le recalibrage dont je parlais, la neutralisation de l'impact de l'output floor sur l'assiette des risk weights soit non pas intégré pour éviter cette augmentation mécanique du P2R la première année, mais que cet effet mécanique soit systématiquement et dans la durée pris en compte par le superviseur, qui chaque année s'interroge sur le fait de savoir s'il doit considérer l'assiette des risk weights pré-output floor ou post-output floor, parce que si le risque de l'établissement est le même, il n'y a pas de raison que le P2R augmente mécaniquement. Et deuxième élément important aussi pour nous, c'est de bien prendre en compte dans le calibrage du P2R les effets de potentiel double comptage, puisque l'output floor, il a été intégré pour précisément éviter des comportements des modèles internes qui auraient été trop agressifs, et donc on aurait eu peut-être un calibrage des risk weights peut-être en deçà de ce qui est souhaitable, et donc l'impact de l'output floor doit pas être, les risques doivent pas être comptés deux fois, les risques de modèles en particulier doivent pas être comptés deux fois, à la fois au travers de l'impact de l'output floor et dans le cas d'un P2R qui ne tiendrait pas compte de cet output floor. Donc ça, c'est des aspects importants qui nous semblent devoir être intégrés. C'est pas aujourd'hui totalement acquis. C'est pour ça que cette consultation, elle est vraiment clé. Je pense que l'intérêt mutuel de la place, c'est d'y répondre avec attention. Et peut-être pour terminer, on voulait aborder une question qui génère pas mal d'incertitudes, voire même d'anxiété dans les établissements de crédit, qui est celle du calendrier du plan de transition prudentielle, donc qui est amené à devenir un élément du SREP. Alors, si on regarde factuellement les faits, on a les lignes directrices sur la gestion des risques ESG qui entrent en vigueur dans quelques semaines, le 11 janvier 2026, d'un côté. De l'autre côté, on a cette consultation sur la révision du SREP, donc qui a été lancée, comme on vient de le dire, fin octobre, et qui, selon la consultation, n'entrerait en vigueur qu'au 1er janvier 2027. Donc, entre janvier 26 et janvier 27, on a une sorte de zone grise, et on se pose la question, juridiquement, techniquement, opérationnellement, à quelle date le plan de transition prudentielle devient réellement exigible. Cette incertitude, sans doute, elle n'est pas du tout anecdotique pour les établissements qui ont besoin d'avoir cette information pour allouer leurs charges de travail, planifier leurs différents chantiers, calibrer leurs priorités. Donc, on voulait poser une question directe et franche aujourd'hui, à savoir à quelle date le superviseur attend des établissements qu'ils aient un plan de transition prudentielle formalisé. Est-ce que c'est dès janvier 2026, donc au moment de l'entrée en vigueur des lignes directrices de l'EBA sur la gestion des risques ESG, ou plutôt au titre du SREP 2026, ce qui repousse de facto l'exigence. Voilà, les banques ont besoin d'une réponse claire. Est-ce qu'il est possible de la leur donner aujourd'hui ?
Au début, Kenza m'avait dit qu'elle allait mettre les points sur les i sur ce sujet, mais voilà, maintenant, elle est plus souple. Donc, non, le sujet est effectivement compliqué, donc je vais essayer d'être simple pour vous, en espérant vous apporter une réponse aussi claire que possible. Alors, c'est vrai, tu l'as dit, le cadre qui va s'appliquer aux établissements en matière de plan prudentiel, il va s'appliquer à partir de janvier 2026 avec l'entrée en vigueur de la directive. Donc la directive, j'ai rappelé la phrase qui est prévue sur la mise en place des plans prudentiels. Et puis le contenu des plans, lui, il est détaillé par les orientations de l'EBA sur la gestion des risques ESG. Alors, c'est vrai que, en fait, le sujet est compliqué, mais il a été clarifié tout récemment par la Banque Centrale Européenne. Je me réfère à un discours de Frank Elderson de cet été. Bon, je crois que on peut croire la BCE. La BCE a indiqué clairement qu'elle allait mettre en place en fait une approche ciblée et graduelle pour la supervision des plans de transition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va d'abord, à compter de la fin 2025, tout début 2026, elle va travailler avec environ 40 établissements qui sont sous sa supervision directe, avec lesquels elle va travailler en 2026 de façon étroite, mais dans le cadre d'un exercice informel pour s'assurer et comprendre comment les établissements vont se préparer à la rédaction, la formalisation, la prise en compte des plans dans leur dispositif de gestion interne. Et donc ça va se faire tout au long de l'année 2026. En 2027, elle va élargir cette façon de travailler à l'ensemble des établissements qui sont sous supervision directe, donc les autres établissements moins les 40. Et en 2027, pour les 40 qui auront été les précurseurs, elle va rentrer dans une phase un peu plus détaillée, sans doute un peu plus intrusive. Mais ça n'est qu'en 2028 que véritablement les plans de transition vont être considérés comme des éléments partie prenante intégrante de son exercice de supervision et dans le cadre du SREP. Donc tout ça pour vous dire que la BCE et la CPR n'attendent pas des grands établissements, qu'ils aient un plan ficelé, fini, précis, détaillé dès le 11 janvier 2026, ni même d'ailleurs à la fin d'année 2026, mais que tout au long de l'année 2026, sont en mesure d'expliquer dans quel processus ils sont engagés pour conduire à un plan qui progressivement va couvrir l'ensemble des dimensions prévues par les autorités bancaires. Et la CPR fera exactement la même démarche avec les établissements LSI qu'elle supervise, donc les moins significatifs. On fera donc la même chose. Donc je pense qu'il y a vraiment une dimension pédagogique qui est comprise, qui est intégrée. On rentrera pas dans un cycle de supervision stricte dès l'année prochaine, mais pour les plus grands établissements, plutôt à partir, en dehors les 40 vont rentrer dans un circuit de supervision plus contraignant à partir de 2027, et les autres, ça se fera tout au long de l'année 2027, pour une entrée en vigueur pleine et entière en 2028. Parfait. Écoutez, merci beaucoup à Emmanuel Rocher pour cet éclairage et toutes ces informations très précieuses qui nous ont été apportées.